Alors, moi, de ce que je connais des fixeurs avec qui je suis proche et avec qui j'ai travaillé, c'est surtout des jeunes parlant très bien anglais, qui ont pour la plupart un proche ou deux avec des chefs, frères, cousins, chefs peshmerga qui permet de déverrouiller les accès. Et donc du coup, c'est pas forcément leur profession à la base, ils sont pas forcément fixeurs, ils se sont improvisés fixeurs. Certains sont devenus très bons. L'exemple type, Makin, avec qui je suis parti le premier jour de l'offensive, qui était chauffeur de taxi, simplement. Il parlait un petit peu anglais, on l'a trouvé, tu parles anglais, ok, on y va, l'ancien peshmerga, on part avec lui. Il a gagné un prix à Londres du meilleur fixeur, 3 ans après. Donc il a évolué, il a permis d'avoir tous les bons contacts. Donc le profil, voilà, des personnes, donc il y a aussi des personnes comme Bakhtiar, malheureusement qui est décédé avec les confrères et consorts français. Lui, ça faisait des années qu'il fixait pour toute une génération de journalistes français. Il était parfaitement francophone, il avait un carnet d'adresses énorme, il avait du bagou, c'était l'un des meilleurs fixeurs. Et voilà, mais il n'y a pas forcément de profil, mais c'est souvent en fait la langue et les accès qui permet de les mettre en avant. Il y a des journalistes locaux quelquefois. Tu n'as jamais travaillé avec des journalistes locaux ? Les journalistes locaux aujourd'hui, avec Internet et à l'AFP, ils bossent en fait ils bossent pour eux, pour leur compte. Donc du coup, moi, j'ai jamais. Au Kenya, ouais, j'ai bossé avec des journalistes locaux qui étaient fixeurs, mais à Mossoul, ils bossaient tous. Je pense qu'il y a mis plus. Après, ils peuvent combiner. Oui, c'est ça. Mais j'avais par exemple des journalistes de la presse écrite au Pakistan. Donc eux, en fait, au niveau du timing, ils avaient possibilité, si je prévenais d'avance, et ils s'arrangeaient et ils faisaient les deux, et ça leur faisait un supplément de paye, et c'était des gens qui étaient hyper... on était d'égal à égal, quoi. Ils bossaient aussi l'histoire en même temps, ils allaient en faire quelque chose aussi. Et puis, il y avait des échanges de bons procédés comme ça. C'est-à-dire qu'on s'apportait mutuellement. Eux, ils étaient déjà des pros, c'était vraiment des pros, quoi. Mais j'ai aussi bossé avec des gens qui n'étaient pas du tout qui n'avaient rien à voir avec la presse, qui étaient soit, mais même des bonnes mères de famille, hein, parce que ça te permet de pénétrer des milieux différents. Si tu veux rencontrer des femmes afghanes, quelquefois c'est bien d'avoir des gens trouver moyen, de proche en proche, d'avoir de te mettre avec. Alors ça s'appelle pas un fixeur, je sais pas, c'est une sorte d'intermédiaire, quoi, de personnes qui sont, je sais pas comment dire. Ouais, un facilitateur, et en même temps qui dit tellement de choses sur le pays. Déjà, même, tu sais que même les chauffeurs de taxi, déjà, ils t'en disent pas mal. Alors, non, il y a toute une palette. Hein. Pour moi, il n'y a pas un profil de fixeur. Je suis venue me demander quel est l'intérêt d'envoyer un journaliste français sur le terrain si sur place il y a déjà des journalistes locaux. Qu'est-ce qu'apporte un envoyé spécial Voilà, parce qu'il y a des logiques. Qu'est-ce que tu veux ? Ils peuvent pas. Comment dire ? C'est nous qui produisons, c'est nous qui savons ce que veut notre radio, c'est nous qui connaissons le format de nos émissions, de nos journaux, qui savons comment dire, non, c'est pas compatible, enfin comment dire, ça n'a rien à voir, parce que, oui, et puis rien que la langue, voilà, mais pas que ça, ouais. Je pense que c'est complémentaire. Par exemple, je pense à un très bon journaliste irakien qui a sorti dans le Wall Street Journal la killing list des djihadistes français à abattre. Donc du coup, il a sorti. Après, voilà, c'était sorti dans le Wall Street Journal. Donc du coup, d'autres personnes ont travaillé dessus, notamment Véronique Robert qui est morte malheureusement à Mossoul. J'ai aussi travaillé dessus. Après, je l'ai fait en télévision avec une certaine manière de filmer avec le format télé. Il faut aussi imaginer qu'au Moyen-Orient, un type dans une chaise avec un drapeau derrière fait office d'un sujet. Nous, on ne peut pas avoir ça à la télévision française pendant 10 minutes, un mec qui parle, qui raconte, qui balance en fait un peu de la propagande. Il y a aussi la question de la propagande justement.
C'est que on peut être un très bon journaliste irakien, un très bon journaliste kurde, mais aussi on est énormément soumis à des formes de propagande. Donc du coup, le format qu'on leur propose avec l'AFP ou Reuters, ou ces choses-là, c'est des matières brutes. C'est une interview, 3-4 ans d'illustres, ou simplement un feuillet avec des faits. Donc en fait, c'est très bien. Parce que quand on commence à vouloir enquêter, quand on commence à vouloir être un peu critique par rapport au régime ou par rapport au gouvernement, là en fait, ça bloque, ça passe pas. Donc pour leur propre sécurité, ils ne doivent pas le faire. Et c'est pas qu'ils ne savent pas, mais c'est qu'ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça que il est bien d'avoir des personnes de l'extérieur, notamment des journalistes français ou hollandais ou ce que vous voulez, qui viennent avec un ton d'investigation pour pouvoir creuser certaines choses. Je pense pas, il y en a un qui l'a fait, un photographe irakien, mais je ne pense pas que, peut-être que je me trompe, mais j'ai à ma connaissance aucun journaliste irakien qui a dénoncé le massacre de telle ou telle communauté pendant la guerre contre Daesh. Ça, c'est sorti de l'extérieur. Puis, dans le travail avec les fixeurs, ce qui est super intéressant aussi, c'est le côté de la langue. Et c'est toujours bien d'essayer d'apprendre un petit peu, si on a le temps, les zones qu'on couvre, d'avoir des notions. Parce que quelquefois, on est quand même à des années-lumière de l'univers culturel du fixeur en question. Et quelquefois, on ne peut absolument pas se douter des réflexes qu'il va avoir en plein milieu d'interview. Moi, j'ai déjà entendu un de mes fixeurs expliquer à la personne que j'interrogeais « Mais non, mais lui dis pas ça, c'est pas ça qu'il faut lui dire. » Et je l'ai compris parce que j'avais commencé à apprendre le dari. Donc c'était en Afghanistan toujours. Et j'ai dû le prendre à part et lui dire « Fais pas ça. Moi, je veux pas que les gens ils me racontent ce que je veux entendre. » Donc ça, tu fais ça très vite dans la relation et après, ça va très bien se passer. Mais s'il peut te balader, c'est aussi un vrai piège. Les gens peuvent te balader, mais complètement dans les pays dont tu ne connais pas la langue. Et ça fait partie de la relation de confiance à construire. J'ai un exemple, juste pour rebondir là-dessus, très court. En 2012, on entre en Syrie. À l'époque, l'ASL, encore un peu l'ASL, avait repris la ville d'Alsace frontalière. On traverse, les Turcs nous disent vous allez-y, c'est tout droit. Donc on part, on n'a pas de fixeur, on n'a rien, on dit on fait juste une incursion, on rentre et on sort. Et on a de la chance parce qu'on tombe sur les bons. Il y avait une seule personne qui parlait anglais, qui était un sniper de l'ASL, qui était incroyable, super sympa. Il me fait le tour de la ville, le char, le machin, le truc. Quand je l'ai tué là, bref, c'était génial. Et à un moment, je dis attendez, je vais vous amener, vous allez voir, on va avoir une dame, elle est trop contente et tout. Et en fait, moi j'ai quelques notions d'arabe, c'est-à-dire je ne peux pas parler, mais je comprends des mots clés en fait. Et en fait, la dame, en fait, alors elle parle et tout, puis je la vois, elle commence à s'énerver. Alors elle me dit oui, alors elle dit qu'elle est très contente, qu'elle s'est libérée, tout ça. Et je me dis, je sais pas, mais moi je crois qu'elle a dit que tous ses enfants étaient morts. Et elle a dit qu'elle avait faim. Elle a pas du tout dit, ah ouais, elle a peut-être dit ça, ouais. En fait, voilà, non, elle est pas du tout contente, la dame. Tout ce qu'elle avait vu, c'est que ses enfants étaient morts et qu'elle n'avait plus rien à manger et plus de toit sur sa tête. Et lui, il me raconte qu'elle est tellement contente, super la SL, bravo. Donc je lui dis, bah non, c'est pas possible en fait. Donc après, il a arrêté. Mais j'ai senti qu'il a été surpris, il m'a regardé, il a fait, mais comment elle sait ça? En fait, il y a des mots. En fait, il faut apprendre des mots. Et des mots, faim. Elle disait, j'ai peur. Et l'autre, il me dit, non, elle est contente. Non, on veut dire qu'elle a peur. Pas les mêmes notions de peur et de joie. Mais quand même, là, c'est un gros fossé quand même. Ils ne nous mâchent pas forcément le travail. Oui, c'est dur parfois avec eux. C'est un travail. De bosser avec le fixeur, c'est un travail en soi. Moi, je trouvais que... Du coup, il y a une question là, il y en avait une au fond et ensuite on passera devant. Okay. Quand vous arrivez dans une zone un peu tendue, est-ce que vous dites tout de suite je suis de la presse ou est-ce que vous essayez d'être un peu la petite souris et de vous faire plutôt petit, moins remarqué voilà. Et puis j'avais une autre question. Je veux juste prendre le dernier exemple. En fait, il y a deux exemples. En fait, ça dépend de la situation. En Tunisie, avant la Révolution, pour entrer en Tunisie, il fallait une autorisation du pouvoir de Ben Ali. Et quand on part, on l'a pas. On se fait passer pour des touristes, on prend des tongs, on passe la douane avec des tongs, un petit sac de meuf. J'ai un peu de Tunisien qui m'avait fait une fausse attestation que j'allais acheter une maison. On rentre comme ça et on est libre d'aller à Sidi Bou Saïd, de monter à Kasserine, etc. Donc là, on était vraiment rentrés sans être journaliste. Et le dernier exemple, c'est on était récemment, je reprends l'exemple de Raqqa, en fait, on a été à Raqqa, mais évidemment, on n'est pas sorti dans Raqqa en Iran quand on était journaliste.
En fait, nous là, en plus moi j'avais pas de caméra, j'ai tout tourné avec un iPhone et je pense que les gens nous ont plus pris pour genre des gens un peu illuminés, des humanitaires qui viennent voir, etc. Personne n'a compris tout de suite qu'on était journaliste en fait. Ils l'ont compris plus tard et quand les gens ont commencé à comprendre, on est parti. Mais évidemment, vous n'arrivez pas à Raqqa avec votre gros attirail, votre pied de caméra, vous le plantez au milieu, et on va faire un plan, d'ailleurs ça va être super. Non. Ah ouais, tu sors ton pied à Raqqa? Moi je le sors pas. Et globalement, comment vous êtes reçus en tant que journalistes occidentaux dans ces zones? Ça dépend des pays. Et des moments. Et des moments, ouais, ça dépend de plein de choses. Typiquement en Centrafrique, à un moment ça a basculé quand même. Dire que la veille, ils étaient très contents de nous voir et quand l'opération Sangaris s'est déployée, bon là ils étaient plus contents en fait, pas du tout. Mais ça dépend des moments, ça peut basculer du jour au lendemain et c'est ça qu'il faut aussi comprendre et qu'il faut le sentir très très vite quand ça tourne en fait. Faut vraiment s'intéresser, en même temps que si vous voulez devenir journaliste, je pense que vous vous intéressez, mais si vous prévoyez d'aller dans une zone en reportage, il faut vraiment décrypter la question géopolitique autour. Par exemple, il y a 2-3 ans, c'était open bar, c'était vraiment très, très simple d'être avec l'armée irakienne parce que voilà, ils combattaient Daesh, ça leur faisait de la bonne communication, ils étaient contents, tout allait très bien, on mangeait très bien à leur table, tout allait très bien. Bon, Trump fout un peu le bazar, comme vous avez pu le voir, et aujourd'hui la situation est totalement différente. On a 2 confrères qui ont été kidnappés brièvement. Voilà, en très peu de temps, finalement, tout a changé. Faut vraiment, ça dépend du sujet que vous voulez faire, ça dépend de où vous allez. Si vous allez en Iran, c'est soit vous passez par un visa presse officiel et vous allez, et on sait que vous êtes journaliste parce que vous êtes accrédité, tout ça, il y aura toujours quelqu'un avec vous pour vous rappeler que vous êtes journaliste accrédité, que tu ne peux pas aller à droite ou à gauche et qu'il faut aller tout droit. Ou soit, comme ce que j'ai pu faire en allant en Iran, me faire passer pour un touriste, clairement, il ne fallait pas du tout montrer que j'étais journaliste et mettre tout en place un système de protocole qui, voilà, il faut rentrer dans la peau du vrai touriste, faire des fausses photos pour pouvoir montrer des images que je suis un touriste, je prenais des panneaux, des monuments, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, ça dépend des lieux. Après, pareil, autre chose, je trouvais ça très débile, c'est le gilet pare-balles presse. Alors pour les snipers, c'est génial. Bref, voilà. En l'occurrence, celui-là, à Gaza, il a servi, je pense que vous avez vu quand il y a eu les... Là, en fait, voilà, ça dépend des lieux, clairement. Là, ce gilet pare-balles presse, et sans casque, moi j'avais choisi d'enlever le casque, parce que, comme vous le savez, lorsqu'il y a eu les opérations à la frontière, ils ont tiré sur des journalistes arabes, jamais sur des occidentaux. Donc moi, clairement, j'ai dit, je ne mets pas de casque, je lâche mes cheveux, et je veux qu'ils voient que moi, je suis une occidentale. C'est horrible pour les confrères palestiniens à côté, mais en même temps, moi j'ai envie de rester en vie. Mais voilà, donc, et après, malheureusement, les armées ont toujours de grandes idées pour nous freiner. Lorsqu'on faisait des incursions, on l'a compris 2 fois, lorsqu'on allait vers la frontière avec les manifestants, en fait, ils tiraient sur les gens à côté de nous, pour nous faire comprendre que du coup, à cause de nous, des gens étaient blessés en fait. Donc bon, après, évidemment, vous réfléchissez à 2 fois avant d'y aller, mais voilà, il ne faut pas aussi oublier comment les armées sont capables de s'adapter pour, s'ils ne peuvent pas vous viser vous, on va viser les gens qui sont autour de vous. Ça aussi, il faut y penser. Et les journalistes aujourd'hui sont de nos plus des cibles. Clairement, ouais. Ah, clairement. Ah bah oui, le basculement pour moi c'est la révolution en Tunisie, je sais pas s'il y en a eu un. Ouais, les révolutions arabes, et puis ouais, les années, à partir des années 2011, effectivement, ça s'est vraiment envenimé énormément. Et c'est pour ça que nous, on a mis des procédures, je vous disais en introduction, des procédures vraiment compliquées, mais maintenant, on a un monsieur sécurité chez nous, et il y a une évaluation de la mission avant, pendant, après. Il y a un tracking, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre la rédaction et les gens. Et en cas de prise d'otage, déjà si on se rend compte que le journaliste il nous promet d'être une liaison téléphonique à midi et qu'il n'y est pas, on commence à s'agiter un petit peu, donc on commence à essayer d'enquêter sur pourquoi il n'est pas là. Et puis enfin, quelquefois, vraiment ça a servi, je vous dis ça a servi. Il y a des gens qui ont été tirés d'affaire à cause de ce tracker, qui seraient peut-être toujours otages et peut-être pas encore revenus, et très récemment. Donc voilà, je veux dire, maintenant on ne travaille plus comme avant. Je veux dire, moi j'ai jamais eu de tracking, ça m'aurait fait suer d'aller voir le monsieur sécurité avant et tout, mais j'ai un peu
Un tracker, c'est un appareil. Tu l'as eu ça? Vous avez vécu ça? Vous avez accepté de le prendre parce que ça fait débat Ah dans les oui, grandes ça fait rédactions débat. nationales, notamment à l'égard de l'architecture des sources. Exactement. Alors, moi, je l'ai eu. Je ne l'ai jamais utilisé. Enfin, si, je l'ai utilisé à Mossoul, mais c'est pas moi qui le portais, j'ai refusé de le porter. Par exemple, la Gaza, j'ai refusé de le mettre. Alors, moi, je vous déconseille de vous faire arrêter avec un traceur par le Hamas, en fait. Vous allez avoir des gros problèmes, en fait. Tout ce qui n'a pas de fil, qui est relié à un satellite, tout ce qui est régime autoritaire, ils détestent, en fait. Mais vraiment, ils détestent et ça peut vous poser de gros problèmes. Par exemple, si Lou Bruno, en plus d'avoir été au milieu de la photo avec les Kurdes, bureau, pardon. Je sais pas, c'est un nouveau personnage dans ma vie, avait eu ça sur lui, les Turcs auraient chargé encore plus en disant que clairement moi je ne vais pas dans certaines zones avec ça. Et alors d'un côté je pense qu'à Mossoul effectivement ça nous a servi, mais c'est aussi ça dépend alors comment ça marche. C'est un petit boîtier rouge que vous mettez là, vous mettez mouvement. Quand vous êtes en arrêt, ben vous êtes à l'arrêt. Quand vous êtes en mouvement, vous appuyez dessus, ça fait un mouvement. Vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre rédaction qui a l'ordi, le même logiciel, et qui vous voit vous déplacer. Et il y a un bouton alerte. Bon, ben, moi, une fois, j'ai déclenché le bouton alerte sans faire exprès. Voilà, on a un boulet, on a un boulet. Hein. Ah ouais, bah oui. Oh tiens, oh merde, j'avais bon bref, je panique à bord, tu nous t'appelles, etc. Après, le problème, c'est que nous, dans la rédaction, en l'occurrence, là, j'étais rattachée à BFM. C'est que le gars qui était surveillé ça, c'était insupportable, c'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de nous appeler. Et pourquoi vous allez à droite? Et pourquoi vous allez à gauche? En fait, c'est juste chiant aussi au bout d'un moment. Voilà. Et à un moment, notamment à Mossoul, tu vas rire, il y avait la lune de front, et donc à un moment, ils nous appellent en panique, vous êtes beaucoup trop près, vous êtes beaucoup trop près. Je dis non, mais gars, sur le terrain, il y a une dune en face de moi, il y a les gars, il y a 3 camions de CNN, et vous êtes beaucoup trop près. Donc voilà, ça peut aider, mais dans certaines situations, voilà, je pense que. Parce qu'en fait, c'est un GPS, vous êtes tracé. C'est-à-dire, on sait. Kidnappé, par exemple, dans le cas des gens qui se font kidnapper, c'est super utile. Bah oui, on sait ça. Parce qu'en fait, on sait où tu as été localisé pour la dernière fois. Par exemple, tu étais dans Bagdad, quelque part, kidnapping. À partir de où on recherche une personne qui est à Bagdad, c'est immense. Donc là, on sait qu'à partir de cet endroit-là, l'équipe a été kidnappée. Alors, les personnes qui sont en charge de la sécurité connaissent un petit peu le truc, c'est que dans ce quartier-là, on sait que c'est cette milice qui est présente, elle a le contrôle, donc du coup, on va appeler le chef de la milice pour pouvoir essayer de négocier et tout ça. Donc ça permet de savoir où on se trouve en phase de kidnapping. Alors, il y avait une question là-bas, ensuite il y avait devant, ensuite il y avait toi là-bas, et après ici. Donc là-bas, en bleu, tu avais une question tout à l'heure. Moi oui, non. tu levais la main tout à l'heure. Non, mais je l'ai posé. Du coup, il y avait juste devant là. Ouais, non, juste les fixeurs, vous ne savez pas, moi j'ai pas peur de fonctionner en vase clos, c'est-à-dire un fixeur va avoir toujours un peu le même posé, comme nous, quand on va faire un article, on va forcément se retourner, enfin forcément, on va avoir le mauvais réflexe de se retourner vers nos proches, et donc on interroge toujours les mêmes amis, etc. Est-ce qu'avec le fixeur, il y a le même risque, c'est-à-dire le fixeur va donner le même contact à CNN, donc finalement dans deux méthodes différents, il va y avoir le même chirurgien, les mêmes victimes. C'est à nous justement d'orienter les autres médias pour voir avec qui le fixeur travaille ou pas forcément? Moi personnellement oui, quand je vais quelque part, j'essaie de voir un peu ce qui s'est passé autour dans les autres rédacs et je fais tout pour ne pas reproduire la même chose qu'un autre confrère ou un confrère. Pour ça sert à rien. Et puis même je pense qu'on va me le dire à la rédac, qu'est-ce que t'as foutu t'as fait le même sujet que je sais pas, à ABC. Enfin, par exemple, quand on parle de la guerre, forcément, on se retrouve à interviewer à peu près le même militaire, et je pense que les rédactions à ce moment-là s'en fichent un petit peu si on a interviewé le même militaire qui va nous dire que la ligne de front avec Daesh, ils sont là-bas, ils sont pas gentils, c'est le cancer de l'Irak, et tout le monde fait la même chose. Ça, voilà, ça fonctionne. Tout le monde aime bien, donc on a vu TF1, Arte, on a plus ou moins la même chose. Mais après, quand on rentre sur des sujets un peu plus d'investigation ou simplement de sociétal, oui, il faut regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs pour éviter d'avoir le même personnage et de ne pas faire la même chose, sinon ça sert à rien. Non, parce qu'ils sont vraiment pas là pour mâcher le travail, quoi. Non mais vraiment, parce qu'il faut pas. Ils sont hyper importants pour nous, mais en fait on revient à la question de tout à l'heure, c'est qu'en fait c'est pas eux qui font le boulot, c'est clair. C'est nous qui devons faire le boulot, c'est nous qui devons avoir les idées, les questionnements. C'est nous qui. Le journaliste, s'il n'a pas les bonnes questions,
c'est ça, ce qu'on va faire, c'est poser des questions. C'est à nous de les poser, c'est à nous d'essayer d'élargir le... Mais tu as raison, hein, si on se laisse faire, on se laisse trimballer sur des chemins déjà explorés, hein, ça, c'est sûr. Hein, d'ailleurs, je pense que ça doit se ressentir à travers les médias, hein, et c'est un problème. Mais donc voilà, il faut être conscient de l'importance du fixeur et des limites du truc. Que c'est quand même à nous de turbiner derrière pour sortir des sentiers battus. Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'une discrétion quant à la collecte d'informations, tout ça. Quand vous récupériez par exemple des réponses aux questions que vous posiez ou à vos sources, du coup, quel est votre moyen privilégié en fait de prise de notes? Parce que vous parliez des carnets, mais aussi du téléphone, vous faisiez attention. Donc du coup, dans un pays en guerre, vous êtes susceptible de vous faire récupérer vos affaires ou quoi. Quel est votre moyen favori pour prendre? Alors pour la prise de notes, moi je pense que personne peut arriver à me lire. Déjà, et j'écris n'importe comment, donc voilà, même moi des fois je m'y perds. Donc moi j'ai appris, je ne donne jamais le vrai prénom des gens. Moi j'ai beaucoup travaillé en radio sur ce que je tourne. J'avais mis en place un système pour bloquer mon agra. Ensuite, dès que je rentre dans un endroit, je transfère tout sur mon ordi. Les clés USB, beaucoup. Et les clés USB sont planquées dans des chaussettes. On a l'avantage d'être une fille. Donc dans les régimes autoritaires, ce sont les hommes qui fouillent. Bon, normalement, ils ne fouillent pas trop. Voilà, c'est la chance, surtout quand on travaille dans les pays arabes. Oui, voilà, des clés USB doublées. Pour ceux qui travaillent en caméra, je sais que toi tu l'as expliqué, mais les 2 cartes, ça nous a sauvés, nous, à Gaza, puisqu'on a été arrêtés par le Hamas qui nous a emmenés dans un sous-sol et qui nous a demandé la carte de ce qu'on avait filmé. Et en fait, le JRI avait fait une magouille avec ses cartes. Il a donné une carte où il y avait quasiment rien, mais quand même des images. Et on a pu garder ce qu'on avait tourné avant, qui en plus n'avait aucun intérêt. Mais bon, bref, on était juste contents de ne pas leur avoir donné ce qu'ils voulaient. Mais voilà, les doubles cartes de Nagra, les téléphones. Moi, j'ai sur mon téléphone, notamment quand je ne peux pas filmer. Enfin, moi, à Raqqa, on ne pouvait pas filmer avec une caméra, c'était vraiment trop compliqué. Du coup, j'ai tourné avec ça, qui fonctionne assez bien. Désolée. Mais voilà, on n'avait vraiment pas le choix. Et en fait, j'ai mis un système où je me suis tout simplement du WeTransfer en fait. Paf, et ça part directement dans le WeTransfer et je le retrouve derrière. Voilà, des trucs comme ça, assez basiques. Aujourd'hui, on a quand même plein de moyens de protéger ces données. Après, c'est toujours pareil. Hein. Le problème, c'est qu'après, quand vous êtes interrogé, il faut tenir, quoi. Voilà, il faut tenir. Et c'est pas toujours facile en fait. Moi, je suis pas sûre que je sois une très très bonne monteuse en fait. C'est ça le problème. C'est vrai que pour la télévision, il faut déjà bien connaître son matériel, ça c'est sûr, mais il faut surtout vraiment s'entraîner à changer la carte rapidement. Mais vraiment, la planquer et tout ça. C'est que ça nous a sorti de l'histoire, tu étais là, on s'est fait arrêter en Syrie. Heureusement, ça sauve un peu quoi, des fois. Il faut dégainer assez rapidement et être assez réactif. Et après, il y a pour ceux qui veulent faire de la photo ou simplement pour quelqu'un qui veut faire de la presse écrite et qui a une photo un peu compromettante, il y a plein d'applications qui permettent en fait d'avoir en logo calculatrice. En fait derrière, c'est en tapant un code, on arrive sur le truc d'appareil photo, du stockage photo. Il y a plein de trucs qui est possible aujourd'hui. C'est vrai que c'est un luxe d'avoir toutes ces applications, mais encore une fois, ça dépend du lieu. Il ne faut pas non plus sacraliser absolument la protection des données et des sources. Quand on est dans un endroit, encore une fois, c'est sentir le lieu, connaître la situation. Encore une fois, si aujourd'hui il y a 2 ans en Irak, on pouvait très bien se balader avec ses notes sans problème. Aujourd'hui, si on fait un sujet contre une milice iranienne, c'est vrai qu'il faut commencer un peu à protéger et à cacher les informations. Si tu vas dans un pays où tu vas voir des opposants qui sont vraiment menacés, enfin qui prennent des risques, si tu as la chance de pouvoir aller approcher ces gens-là, c'est assez simple parce qu'il n'y en aura pas 20 000. Tu vas juste pas mettre le vrai nom dans ton cahier et tu vas changer l'ordre des numéros. Voilà, c'est peu de choses finalement pour une des interviews qui peut être le clou de ton reportage, mais effectivement tu ne peux pas prendre ce risque de mouiller les personnes. Tu changes le nom, tu changes l'ordre des numéros
et puis ça passe. Enfin, Au niveau de l'après-reportage, parce que ce que vous disiez, c'est assez dur à entendre, l'empathie, enfin, l'empathie que les gens avec une passion, et c'est de prendre le reportage, c'est d'être très dur à gérer, et la vie avec les fixeurs. Comment vous faites pour rentrer, pour pas vous faire submerger en fait par tout ça? Mais quand on rentre, souvent quand on rentre, on est encore dans le boulot parce qu'il faut encore produire. On a produit sur place, mais souvent on a encore à produire. Alors on est encore un peu barré. Et moi je sais pas, mais le truc c'est de tout de suite chercher le truc d'après, quoi. C'est un peu ça, quoi. Parce que tu as un pic d'adrénaline absolument monstrueux quand tu en sors et quand tu es content de ce que tu as pu expérimenter. Et puis, le seul truc, c'est de se projeter. Ensuite, moi, les soucis que j'ai eus sont plus sur le long terme. Les gens qui se rappellent à toi régulièrement depuis 10-20 ans, quoi. Ça, psychologiquement, finalement, c'est un petit peu plus lourd. Quelquefois, ça m'atteint plus que... le lendemain, c'est vrai que dans ces périodes-là où je faisais beaucoup de terrain, je me projetais tout de suite sur autre chose. Et j'avoue que les gens qui sont chez nous, ils n'ont pas tellement le temps de se reposer. Ils repartent tout de suite sur le prochain reportage, quoi. Je dirais un peu comme j'ai dit au début, en fait, il faut vraiment, quand vous êtes dans votre travail, vous êtes dans votre travail, voilà. Donc je pense qu'on a aussi, le cerveau a une faculté de ranger les choses dans ce que j'appelle un joli tiroir. Donc sur le terrain, concrètement, oui, on est parfois même, je dis, on ressemble un peu à des machines, en fait. Comme un médecin, je prends toujours cet exemple, mais c'est pour moi le plus parlant, un médecin qui est aux urgences, qui voit l'horreur. Moi, ce qui me sauve beaucoup, et Stéphane le pauvre a peut-être été victime, c'est le cynisme, malheureusement. Rire, voilà, ne pas être seul, évidemment. Quand vous êtes là-bas, il ne faut pas travailler seul, sinon vous pétez les plombs. Enfin, moi, je ne sais pas comment en France ceux qui travaillent tout seuls. Voilà. Non, mais quand même, tu n'es pas tout le temps tout seul. Ouais, il faut pas. En tout cas, voilà, moi j'aime bien travailler en équipe avec d'autres. Il faut c'est extrêmement cynique, vraiment. Je vous assure que c'est souvent après le moment où les deux reportages où j'ai le plus kiffé, quoi. Enfin, plus partager des choses incroyables avec des confrères, c'est la Centrafrique qui était pourtant catastrophique, et Gaza, vraiment. Parce que au bout d'un moment, sinon vous pétez les plombs. Hein. Si le soir vous vous mettez à dérocher votre sujet, puis que vous êtes là et vous dites ok, donc là en fait il faut, voilà. Donc en tout cas moi c'est mon moyen de passer à autre chose. Ça veut pas dire que j'oublie, mais c'est mon moyen de passer à autre chose. Après moi quand je rentre, j'ai une famille, donc j'ai beaucoup de chance, j'ai un mari, des enfants, ce qui me permet de couper complètement. Mais oui, c'est difficile, il faut pas, il y a des choses que personnellement je sais que je ne supporte plus. Il y a des choses, voilà, les enfants pleurés, j'ai du mal, les odeurs qui ressemblent aux odeurs de la mort, on a du mal, je pense qu'on on en est tous là, mais on apprend à vivre avec, et comme je dis, on n'est pas des héros en fait. J'aime pas qu'on nous colle cette image de héros en fait, on fait pas des choses incroyables en fait. C'est les gens qu'on a vus, c'est les gens qui vivent des situations incroyables. Et nous, oui, c'est difficile, mais on l'a choisi. Et les gens qui sont là-bas, eux, l'ont pas choisi, et eux, ils vivent des horreurs, et ils y sont encore, en fait. Donc, je pense qu'il faut jamais oublier ça, rester humble, c'est hyper important. Et se dire, et c'est dur, qu'on peut pas sauver tout le monde, c'est horrible. Mais voilà, et parfois, se dire qu'on est utile, voilà, on n'est pas toujours utile, mais j'ai l'impression parfois qu'on est utile. Mais après, voilà, c'est difficile. C'est difficile. Vous avez déjà enfreint cette règle, justement, et passé du côté des acteurs, de ceux qui ont envie de faire changer les choses, de ceux des juges journalistes, parce que vous êtes confrontés à des situations parfois humaines individuelles très, très fortes, très dures. Vous n'avez jamais eu l'envie, Eric aussi peut-être, d'aider une personne plus que de témoigner de ce qu'elle vivait? C'est-à-dire qu'on garde des liens avec les gens qu'on a vus sur le terrain, donc d'une manière ou d'une autre. Après, on continue à les aider, on les soutient, on va les voir. Là, typiquement, nous, on retourne en Turquie pour voir des gens qui étaient à Raqqa, pour les soutenir, pour voir comment ils vont, pour voir comment on les fait se rencontrer entre eux pour qu'ils aient du travail. Non, on les lâche jamais en fait. On prend des nouvelles.
On essaie de voir, typiquement là, quand la dernière fois qu'on était en Turquie, on a rencontré une petite fille qui a été blessée et par un bombardement et par des attaques chimiques. Elle est dans un état catastrophique. On va retourner, on va voir si on va retourner, on va voir s'il n'est pas possible de trouver une fondation en France qui pourrait la soigner et lui faire au moins essayer de lui faire des vraies amputations de jambes, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais ça, c'est un devoir, évidemment. Enfin, ça, c'est après, mais en fait, si vous êtes... Oui, ou pendant, mais si vous n'êtes pas humain, vous ne pouvez pas faire ça, en fait. C'est impossible. Il y a des choses... Moi, je me souviens, pendant le tsunami, nous, on avait... Les gens, ils étaient dans l'eau, quoi. Le tsunami en 2004, tout était dilué autour de nous. En plus, il pleuvait. Et on avait un véhicule, je me souviendrai toujours, il y avait une bonne sœur qui faisait du stop. On l'a prise, mais elle était à la recherche d'une famille dans les camps. Parce qu'elle allait voir cette famille régulièrement, c'était des lépreux, c'était la totale. Hein. C'était des lépreux. Et donc, elle était à la recherche de sa petite famille de lépreux pour savoir s'ils étaient toujours en vie. Donc, en fait, on l'a suivie, on l'a prise avec nous, mais c'était elle, le reportage, enfin... Et à la fin de la journée, on a retrouvé la famille. Donc effectivement, là, on est acteur, parce que si on n'avait pas été là, je ne suis pas sûre du tout qu'elle aurait retrouvé sa petite famille. On a fait tous les camps du coin, donc on l'a trimballée partout, et donc comme ça, on voyait du pays, et elle nous racontait les choses, et on rencontrait les gens, et à la fin, on est tombé dans un camp. D'abord, on a vu la maison de la famille en question, où on voyait que l'eau était montée jusqu'au toit, donc ils n'étaient plus là. Et puis on a fini par le retrouver dans des camps. Là, effectivement, en fait, on est acteur, mais ça, c'est peut-être plus facile dans des situations de catastrophe, de grosses catastrophes, comme un tremblement de terre, un tsunami, ce genre de choses. En situation de guerre, je ne me rappelle pas de choses comme ça, mais... Si vous êtes acteur dans une guerre, vous êtes aussi partie. Ouais, mais par exemple, quand tu vas voir une rébellion, les autorités, déjà, ils vont te... Moi, je sais que, je me suis fait virer du Sénégal, parce qu'on m'a taxé d'espionne, juste parce que j'ai été voir les rebelles. Pour eux, c'était pas neutre. Si je vais les voir, c'est que je suis avec eux. C'est comme ça. Mais non, pour moi, c'était normal d'aller les voir, de savoir... c'est journaliste, vous avez juste fait ce qu'on attend d'un journaliste. Ouais, mais pour eux, c'était... C'est pas la même chose que d'amener de l'aide. Oui, mais tu vois, ce qui est un journaliste... C'est une question, ça ne voit que par vos témoignages. Ouais. Il n'y a pas de vérité déontologique sur ce travail. Juste pour rebondir sur l'aide humanitaire, clairement, moi quand je vais revoir des gens, je l'ai fait à Haïti, en fait quand j'y suis retournée, j'ai appelé les gens, je fais vous avez besoin de quoi? Ouais. Évidemment, je pars pas avec un sac vide dans un endroit où il n'y a rien en fait. Enfin, c'est pas possible. Donc il m'a dit j'ai besoin de ça, voilà. Quand on savait qu'elle est en Araka, on a appelé les gens, vous avez besoin de quoi? On n'a pas trouvé parce que c'est impossible à trouver, mais... Et quand j'ai quitté Haïti, j'ai tout laissé. Je ne pas décidément. La tente, mes affaires, je suis partie avec rien. Mais c'est rien, mais à un moment, humainement, on ne peut pas faire autrement. Et juste un autre exemple, c'est quand je dis qu'il faut être resté humain, c'est quand vous faites des interviews dans les hôpitaux, etc., machin... moi, je ne suis pas de ceux qui peuvent dire « Ah, on va faire cette jolie séquence, ça va être super », mais quand la séquence s'arrête, en fait, mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir les gens, en fait. Et de parler avec eux, s'il y a des enfants, de jouer, mais juste 15 minutes. Juste ça, en fait. Mais juste parce que eux, je pense, ça leur apporte quelque chose. Voilà, c'est pas grand-chose, en fait. Mais on peut être des machines, mais à un moment, cette machine, elle doit s'arrêter, en fait. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je vois les choses. C'est à un moment... Il faut avoir un élan d'humanité. On ne peut pas voir des gens dans un état catastrophique, les filmer et dire ah ben merci, hein, et puis vous regardez demain à la télé, vous allez voir, c'est super. C'était une machine de reportage, il est pas. Oui, bien sûr. Mais vous êtes une machine quand vous tournez, parce que vous ne pouvez pas vous laisser submerger par l'émotion, parce que si vous filmez et que la caméra elle fait ça, ça va pas marcher. Si vous pleurez sur un truc de radio, ça va s'entendre, ça va comme ça, c'est ridicule. Non, mais, voilà, il y a un moment, quand vous arrêtez, moi c'est comme ça, quand on arrête, c'est juste on est humain en fait. On prend le temps de boire un café s'il faut boire un café, même si on est pressé. On prend le temps d'accepter l'invitation à manger alors que franchement on n'a pas le temps. Et puis après on est malade. Ouais, après c'est vrai qu'il y a aussi la situation qui se présente. Parce que je faisais pas mal d'allers-retours dans la vieille ville de Mossoul
en juillet 2017 et je voyais réellement les besoins qu'il y avait, la population qui quittait les combats, qui était vraiment amaigrie par plusieurs mois de siège, et la chaleur, les enfants, enfin bref, c'était assez compliqué. Oui, moi personnellement, je sais que j'ai perdu une journée de tournage parce que à 10 km du Scorpion, bref, le point d'entrée pour la vieille ville de Mossoul, là il y avait des humanitaires qui attendaient bêtement que les personnes fassent 20 km après avoir tenu un mois de siège pour donner du lait, tout ce qu'il faut et tout ça. Et je me rappelle, je me suis presque engueulé avec eux parce qu'ils ne voulaient même pas me donner de quoi faire du lait pour les enfants parce qu'il fallait donner des doses. Je sais pas, certains centilitres, millilitres de lait pour un nourrisson qui a subi 2 mois, 2 semaines, bref, au bout d'un moment, je comprenais pas. C'était vraiment des gens qui étaient dans le besoin. Et du coup, à force de négocier, j'ai perdu ma journée de boulot, mais c'est pas grave. Je suis revenu avec ce qu'il fallait à manger, d'eau et un petit peu de lait. C'était ma petite bataille, quoi. J'étais content, quoi. Bon, ça servait pas à grand chose, mais je sais pas. Mais bon, voilà, j'ai perdu du temps, mais en tant qu'humain, j'avais besoin de le faire. Je trouvais que c'était important. Donc, on rentre dans les 20 dernières minutes de la. Ouais, on nous a dit 20h30. Il y a une question là, il y en a une autre là, et voilà, les dernières questions. Ma question c'était qu'est-ce qui vous a poussé du coup à devenir un reporter de guerre? Quelles sont vraiment les motivations pures de faire ce genre de métier et de décider de partir sur des terrains qui sont dangereux? Ça peut paraître bizarre, mais j'ai pas d'explication. On peut faire un sketch, on peut se lever et faire oui, alors. C'est toujours été une vocation. Il y a des gens qui font très bien. Les gens sont parfaits pour faire ça. Non, vraiment, il n'y a pas d'explication en fait. Mais on peut vous le faire hein, si ça vous fait plaisir. On peut faire tout on peut se lever et faire. Je te rappelle. Bref, il y a des gens de ce que j'appelle l'amicale des gilets pare-balles qui vont vous le faire très bien. Mais non, en fait, moi je peux pas vous l'expliquer. En fait, c'est comme ça, c'est un parcours de vie. C'est le fil en aiguille. Après, effectivement, il y a, comme tu disais, un côté adrénaline. C'est vrai qu'on a besoin d'y retourner, même si on dit non, cette fois vraiment c'est la dernière fois, je suis trop vieille. Ouais, ça fait un peu, ouais, c'est un peu amical des paroles, mais vraiment je me le dis, des fois je me dis, mais j'ai plus l'âge en fait, on va arrêter en fait, c'est bon. Et puis non, tu veux pas venir? Bon, d'accord, je vais venir. Mais oui, on est un peu shooté un petit peu, mais voilà, on est des gentils drogués quoi. En fait, je prends un peu exemple sur un journaliste qui commence en PQR et qui suit un maire qui devient lui après, qui va à l'Assemblée nationale, donc le journaliste suit à l'Assemblée nationale, donc bref, il va de plus en plus loin entre guillemets dans quelque chose. C'est à peu près pareil, on commence avec quelque chose, on rencontre 2-3 personnes qui nous amènent une idée, qui nous amènent vers ci, vers ça, voilà. On se lance là-dedans. Et vu qu'on est curieux et qu'on aime notre métier, on se dit, bon, c'est pas grave, si c'est la guerre, on va jamais aller voir. Parce que cette personne-là est liée, on a fait connaissance, il y a quelque chose à me raconter, il y a une histoire derrière, il faut dénoncer un truc, il faut raconter quelque chose, on y va, quoi. C'est un peu comme ça, je pense que c'est un peu l'effet boule de neige. On suit en fait quelque chose, on suit surtout notre instinct, nos contacts, l'histoire finalement, c'est une histoire qui dure depuis le début de notre activité professionnelle, je pense. Parce que, par exemple, moi je voulais faire de l'international. Donc je me retrouve dans une rédaction où effectivement le service international, service Afrique, etc. Quand tu te retrouves au desk à Paris à traiter ou à bouffer de la dépêche en permanence sur ces lieux-là, ça vient tout seul d'avoir envie d'aller checker sur place. Ça vient tout seul. Et puis après, voilà, ça te rentre dans la peau parce que tu t'aperçois. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est surtout parce que j'adorais vraiment donc préparer les choses. Et ce qui m'a toujours fasciné, c'est le décalage entre les images que j'avais avant et sur place. Une fois que tu as vécu ça, une fois que tu te prends conscience de ça, c'est une espèce de claque, et tu ne peux que avoir envie de recommencer ailleurs. Et en plus, ce que je voyais dans les reportages, quand ils étaient un peu longs, sur la quinzaine de jours, il y avait des paliers. Il y avait le début, où je faisais, pour
pas perdre de temps, tu fais un peu ce que tu as prévu de faire, et puis après, il y a une espèce de « Ah mais non, mais pas du tout ». Alors, une espèce de passage à vide où « Oh merde, c'est pas du tout ce que je pensais ». Et là, tu repars à zéro, et puis, tu vois, il y avait moi, enfin, c'est un modèle là, qui se reproduisait à chaque mission, comme ça, quand j'avais un petit peu de temps. J'avais des paliers comme ça, et je trouve ça absolument génial, et je me disais, mais je resterais 15 jours de plus, ça vaudrait le coup encore, mais bon, il y a un moment où on me demande d'arrêter, donc je reviens. Mais à chaque fois, l'envie de repartir, c'est que tu vois le décalage entre ce que tu peux voir de l'extérieur et ce que tu trouves sur place. Ah si. Je me berce encore dans l'idée que je vais y retourner. Mais voilà, moi on a des parcours de vie. Ma fille, on l'a un peu malmenée parce qu'on était deux à partir en même temps. On s'est même retrouvés en Haïti en même temps. La babysitter, c'était pas ça du tout. Dès que j'arrive là-bas, elle me dit, elle est malade, revenez. Ah non, désolée, c'est pas possible. Ma fille m'a fait jurer tellement de fois. Voilà, c'est des parcours très personnels. Et là, elle est un peu en prise d'autonomie. Je t'assure, elle a 13 ans. Et ça me revient. Je dis, je peux peut-être y retourner. Et bon, maintenant j'ai un autre parcours dans la rédaction et je fais quelque chose qui m'intéresse énormément parce que le fact-checking et de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et en plus, je suis absolument convaincue de l'utilité de ça. C'est mettre les mains dans le cambouis. Quelquefois, c'est absolument dégueu de voir toute cette désinformation. Ça m'écœure profondément. Mais je me dis, envoyer des gens, que ma rédaction envoie des gens, prendre des risques, comme vous le faites, sur des terrains qui deviennent vraiment minés, et avoir à côté des gens qui sont derrière un écran et qui vous pompent des trucs complètement hallucinants et déplacés, même des pseudo-experts, je suis encore là-dessus en faisant ma chronique là, sur Barkhane pour vendredi, là, je vois des experts de l'expertitude, mais complètement délirants. Et du coup, je me dis, j'ai un os à ronger, j'ai un sacré os à ronger. Et en plus, donc, je tire parti de mon expérience parce que ça fait une espèce d'agglomération de choses, tu vois, là, entre le terrain, la mémoire du terrain, les experts, les gens qui n'ont jamais mis les pieds, les bons experts, c'est bien parce qu'il faut savoir les dégoter, etc. Et puis les confrères qui continuent d'y aller, heureusement. Bon, bah voilà, mais c'est un truc qui me quitte pas quand même. Hein. Juste, moi j'ai 2 enfants en fait. Et en fait, je voulais juste vous dire que c'est possible d'avoir des enfants et de faire ce métier. C'est dur, c'est dur, franchement c'est très très dur. Mais ça se gère. Pour l'instant, mes enfants n'ont pas menacé de quoi que ce soit, mais j'espère qu'ils le feront pas. Ma fille a 11 ans, il me reste... Ah mais c'est bien, t'as passé. Ah, j'ai passé... Mais c'est vrai que c'est compliqué quand vous devez gérer l'enfant. Et surtout, c'est le décalage en fait, entre quand vous êtes dans une situation catastrophique et que vous avez votre mari qui vous appelle, non mais parce qu'en fait, il n'y a plus de lait. Et demain, il y a une réunion à l'école. Ouais, ben en fait, tu vas y aller en fait. Mais tout mettre comme ça, mais mettre hors de vous à l'intérieur, mais comme il faut rester quand même, bon voilà, c'est très dur. Moi, juste la technique que j'ai, c'est que je ne les appelle pas quand je suis dans une zone compliquée. D'abord parce que j'ai pas envie, j'ai pas envie de les entendre, je leur parle par message, je prends des nouvelles, mais je me suis fixé comme une limite de ne pas les appeler, pour ne pas, qu'il y ait une espèce de retour à ma vie, ma vraie vie. Voilà, et ça marche plutôt pour le moment, c'est quand les demandes une seule fois les demandes se sont percutées, ça a été un petit peu compliqué à gérer. Je vais faire rapidement, c'était en fait la famille de mon mari est originaire de Nice, mes enfants étaient sur la promenade le 14 juillet. Je ne savais pas, et quand j'ai déboulé là-bas sur la promenade, je savais que mes enfants étaient à Nice, et donc j'ai appelé ma fille qui, au téléphone à 7h du matin, m'a dit « Maman, j'y étais hier ». Et là, je peux dire que tout s'effondre dans votre tête. Donc ça a été une journée un peu compliquée, donc je m'interdis de mélanger les deux, pour justement éviter ce genre de percussion du monde professionnel et du monde personnel qui est difficile à gérer. Une question juste là avant. Du coup, est-ce que vous pourriez nous raconter un très beau souvenir que vous avez du terrain, un moment qui vous aurait vraiment marqué, une histoire un peu sympa et pas de
En vrai, il y en a plein, après savoir laquelle, raconter. C'est vrai qu'avec Céline, c'est autour. Non, enfin, je sais pas, enfin, moi je me rappelle, après c'est des trucs qui peuvent, à mon degré, à ce moment présent, je trouvais ça fou, mais c'était de voir en fait une famille bloquée dans une ruelle parce qu'il y avait des snipers de Daesh qui n'arrivaient pas à passer parce qu'ils avaient peur de se faire tirer dessus, ce qui était totalement légitime, et de trouver des solutions, l'armée irakienne trouvait des solutions en jetant des draps blancs pour essayer de faire passer ces familles, et bah, du coup, ils étaient de l'autre côté, ils étaient vivants, et du coup, il y avait un peu plus loin la famille proche qui les attendait, et on a passé la fin de journée à boire le thé ensemble, alors que les bombes étaient juste à côté, mais c'était un... Voilà, en fait, voilà, il y avait la vie qui s'était... comment dire qui ressurgeait dans leur regard, dans leur comportement, et c'était très beau. Après, c'est toujours un peu mêlé à la guerre, à la tristesse, à toutes ces choses-là, mais c'est surtout le côté humain. C'est qu'en fait, quand on voit le chaos que la guerre amène, c'est qu'en fait, on se rattache à n'importe quoi, un sourire, un regard, une situation, une rencontre, tout. Ouais. Dernière chose, c'était voir un cheval sortir des ruelles de Mossoul en vie, avec mon fixeur, on s'est regardé, on s'est dit waouh. Bref, ça paraît très bête, mais c'est des petits moments comme ça du quotidien, c'est surtout des rencontres. C'est fort. Bon, c'est compris, moi je suis la comique de service, donc je vais juste vous raconter c'est juste drôle en fait, mais parce que ça s'est vraiment passé comme ça. Je repars sur Raqqa où on était en mai dernier avec Edith, alors on nous appelle un peu les bécassines du reportage, ça fait rire tout le monde, mais bon bref, en fait c'est vraiment, on partait pas du tout là-dessus, mais il se trouve qu'on a retrouvé où habitaient les frères Klein, et qu'on y retourne, et Edith parlant arabe, elle arrive il y a un mec qui sort, qui dit « Ah, vous veniez par là ?» Derrière ma pharmacie, ils ont laissé plein de sacs avec plein de documents, donc elle arrive en courant dans la rue, en hurlant comme ça, et puis ah ouais, qu'est-ce qui arrive à elle? On va voir le truc et on se retrouve face à des sacs, effectivement, et nous devant en train de regarder les sacs et en train de se dire, les militaires, ils ont dit, objet reconnu, touche à ton cul. Hein. Et alors bon, là on se dit, ouais, mais quand même, c'est quand même des sacs avec des documents de l'État islamique, quoi. Et donc il y avait un activiste avec nous et une journaliste kurde, et on se dit, comment on va faire et tout, qui ouvre ces sacs, quoi. Et bon, mais comme on est stupide avec Edith, hein, et bon, notre seule arme dans ces circonstances-là, quand on a peur, clairement, c'est de dire n'importe quoi. Donc la première solution a été de prendre on voulait prendre un chat et jeter le chat, sachant qu'on était à 10 mètres, donc on aurait aussi explosé. Il faut plus diffuser la vidéo. Oui, c'est pas grave. Le reste, ça passe. Ouais. Moi, j'envisage de faire Il y a aussi le tracker de Bagdad, parce que j'avais des risques de plus bosser après. Moi, c'est pas grave, j'assume. Je crois que c'est pas diffusé. Hein. Non, ça sort pas là. Sinon, je fais un woman show bientôt. Et donc après, on s'est dit, comment on va faire? On va qu'à prendre des cailloux, en fait. Donc on prend des petits cailloux, on jette les cailloux. Pourquoi faire directement aux cailloux? Je sais pas, le chat, c'est pas parce qu'on riait, donc quand même qu'il fallait nous voir en train de nous exploser de rire. Alors, après, on prend des cailloux, et je me suis dit, c'est débile, mais ça va exploser. Franchement, on est là. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Et donc la Kurde, moi je m'en fous, c'est pour mon pays. Alors elle y va, et dit, ah, c'est pas possible, tu peux pas mourir toute seule. Je me souviens d'avoir dit cette phrase, et j'étais en train de filmer, moi je filme. Hein. Là, je dis, mon Dieu, mais bon, il n'y avait rien, mais il fallait pas faire ça en fait. Mais c'est qu'on a trouvé des trucs incroyables, évidemment, à l'intérieur, des livres de comptes, des fiches d'allégeance, des empreintes digitales, enfin incroyables. Et on a ouvert les sacs, enfin bref, et on criait dans cette mais vraiment c'était stupide, on criait, les gens sont sortis, on disait mais qu'est-ce que vous avez? Moi je faisais des bombes comme ça, on disait ah mais c'est lui, parce qu'on a fait des cartes d'identité avec des noms de gens que je connaissais, sur lesquels j'avais travaillé. Donc vous imaginez quand vous avez en réel des gens sur qui vous avez travaillé, ils sont là devant vous avec des empreintes digitales, enfin bref c'était dingue. Et donc on récupère tout et tout, je vous assure que vraiment à un moment je me suis assise. Je me souviens m'être assise et d'avoir dit à Edith, mais quoi à faire avec tout ça là? Elle me dit, je sais pas et tout, mais quand même c'est dingue. L'euphorie est retombée et je me souviens avoir dit, en fait, je la regarde, je fais Truman Show en fait, ils ont monté tout ça pour nous. La fixeuse a monté ça avec l'activiste, peut-être, ouais. Tellement on n'en revenait pas de cette chance, et même encore aujourd'hui, les gens
évidemment, ça a donné lieu à beaucoup de... même après. Et il y a eu une réunion de crise de la DGSE et de la DGSI sur comment ces deux bécassines, on connaît ça, les panneaux. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même s'interroger sur le fait que deux pépitas là, bref, vous imaginez la réunion de crise, quand même une serre de l'intérieur. Bref, non mais je vous assure, j'aimerais bien être là. Bref, et en fait, c'était vraiment, cette scène était incroyable parce que vraiment, j'ai cru que tout ça avait été monté tellement c'était dingue en fait. Donc on a fini par évidemment mettre ces documents en sécurité. Et encore aujourd'hui, on en rit quand on revoit l'activiste, on lui dit mais en fait, Oussam, tu peux nous le dire, en fait, tu l'as fait exprès, c'était prévu depuis longtemps, t'avais fait le truc et tout. Et il me dit non, mais pas du tout. Je dis, non, parce que c'est des moments vraiment, vous allez voir dans votre métier parfois, et je pense que ça nous est tous arrivé, comme que raconte la bonne sœur, des moments où vous dites c'est pas possible en fait, ce que je vis là, ce n'est pas possible. Et du coup, à un moment, moi, vraiment, je me suis sentie en disant mais c'est pas possible, comment on va faire avec ça en fait, pourquoi c'est nous qui retrouvons ça. Donc, bon, après on a réfléchi, on s'est posé, on a eu un moment d'abattement vraiment, on a réfléchi 5 minutes et après notre cerveau s'est reconnecté, mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des moments incroyables où vous avez un moment d'adrénaline qui monte très très haut et pas forcément dans des situations de danger, mais dans des situations incroyables, quoi. Je suis pas sûre que je revivrai ça un jour. Ouais, effectivement, c'est assez unique. Non, j'ai pas un truc pareil parce que c'est assez unique. On rit beaucoup. Ouais. Mais il y a les moments, moi j'aime bien les moments où on ne travaille pas entre guillemets, c'est-à-dire la route. Je fais beaucoup de routes où même l'avion survolait les montagnes pour descendre dans la vallée du Fergana, là, sur les montagnes kirghizes, dans un petit coucou, débarquer dans la ville de Hoche, on se croirait dans un autre temps, mais c'est des moments, rentrer chez les gens, être reçu par un responsable afghan qui nous a organisé tout un déjeuner, tous les mecs du village là, qui sont autour sur le tapis. Après, moi, j'étais très bien malade, mais c'était délicieux. Mais des moments d'intimité, et puis des paysages complètement fous, des buffles sur les bas-côtés de la route en Birmanie. C'est des flashs qui sont dans un décalage tel avec la réalité qu'on vit. Ça, c'est une bonne drogue. Et c'est des moments, savoir saisir ces moments-là, parce que ce sont des moments, en fait, je sais pas, c'est des moments de communion avec le pays, en fait, des moments d'intimité avec ce pays, en silence même, d'observer, de réaliser la distance. Voilà, je pense que ça, c'est ce que je garde. J'ai vraiment plein de flashs, plein de photos dans ma tête. C'est difficile à décrire. On prend vos deux dernières questions et après. C'est juste pour revenir, vous disiez tout à l'heure que vous arriviez à concilier le famille et le travail. Juste pour avoir une idée, un ordre de grandeur. Sur un an, vous êtes combien de temps ici et combien de temps à l'étranger à peu près. Ça a beaucoup évolué. Alors quand je travaillais à RMC, en fait c'est des périodes de 1 semaine, 15 jours maximum. Donc on va dire que je partais tous les 2 mois environ, à peu près. Mais pendant la révolution arabe, mes enfants étaient petits en plus, c'était vraiment un enchaînement. C'était Tunisie, Libye, Égypte et ensuite Syrie derrière. Il n'y a pas eu de catastrophe naturelle au milieu? Ouais, après j'ai fait ce qu'on a appelé le attentat tour, parce que moi j'ai fait du coup Las Vegas, Orlando. C'est juste avant, ouais. Donc il y a eu Haïti et Tunisie, je sais plus. Donc alors vous avez vu, on se rappelle même plus. Moi après j'ai fait beaucoup les attentats, donc Sousse, Orlando, Las Vegas. Voilà, il y a eu des périodes où vraiment je suis beaucoup partie. Il y a des périodes pendant lesquelles je ne partais pas pendant 4-5 mois, où là ça me démange un peu de prendre l'avion. Aujourd'hui je choisis. Donc ça c'est mieux parce que du coup ça permet d'organiser ma vie familiale. Et de prévoir, de prévenir tout le monde, à telle date je vais partir, etc. Machin. Ce qui est, je pense, mieux pour mes enfants qui sont plus grands et donc en âge de comprendre, quand je leur explique, à un certain âge il faut quand même leur expliquer. Ouais, il y a des moments où oui, on n'est pas à la maison, quoi. Mais en tout cas, je suis jamais partie plus de 15 jours, moi. C'est beaucoup de temps, ouais. C'est pas, ça dépend, mais ça peut être maximum
4 mois comme 2 semaines. J'allais assez loin parce que comme j'étais spécialiste Asie, donc les voyages ils étaient longs, alors je restais un peu longtemps et c'était une périodicité de tous les 3 mois, enfin ça me démangeait trop, j'arrivais à monter autre chose, au bout de 3 mois c'était un peu ma durée limite, autrement je me disais bon c'est que plus rien ne va quoi. Je peux pas rester là à fournir des desks, des papiers sur le bureau là, c'est au bout d'un moment... J'étais prêt à tout attraper. Hein. Je suis même allée voir le pape, je sais pas pourquoi, le desk Europe, personne ne bougeait. Moi j'ai appelé un technicien, j'ai dit mais t'es libre, ils veulent pas y aller, on va aller en Autriche là, et dans la nuit, au matin on est en direct. Ça c'était vraiment c'était l'époque des attentats à Londres, je me rappelle, c'était un peu. Il y avait eu ça et puis. Moi j'avais même sauté sur le pape quoi. Je veux dire c'était vraiment un moment, il m'envoyait pas en Asie. J'ai même fait autre chose, j'étais tellement en manque. On avait couvert pas mal l'Afghanistan et puis on trouvait que c'était toujours trop court. Et donc on a fait un voyage en 2 chevaux Paris-Kaboul avec la 2 chevaux pour s'attarder un peu. Et alors ce qui était très drôle, c'est que là on était presque en touriste, mais on avait quand même monté un site internet, c'était le début d'internet un peu. Et donc on avait monté un site en cheville avec la radio quand même, mais bon on était en vacances quand même. Mais les gens qui nous accueillaient voulaient absolument qu'on soit des journalistes. Parce que c'était c'était juste avant la naissance de ma fille, c'était 2005, et c'était le moment où ça redégénérait. Donc c'était vraiment passionnant ce voyage, pas du tout, ça m'a énormément servi par la suite de comprendre la situation. En fait, c'est ce que j'ai fait en vacances souvent, qui m'a beaucoup servi aussi pour mes reportages, parce que sur tout le trajet, on a fait tout le nord de l'Afghanistan comme ça, très lentement, en 2 chevaux. Et là, les gens qui nous recevaient nous expliquaient, mais enfin, vous vous rendez pas compte, ne nous laissez pas tomber, parce que finalement, toutes les ressources étaient allées sur l'Irak, les Américains avaient vraiment délaissé, et puis ça patinait complètement, les talibans étaient vraiment on a vraiment senti le retour des talibans pendant ce voyage. Et c'était in extremis, c'était vraiment un très très bon voyage. Ouais, je voulais vous poser la question, vous qui êtes journaliste de terrain, quel regard vous portez sur le traitement de l'actualité internationale en France? Et puis aussi, on a un peu abordé tout à l'heure, mais j'imagine qu'on est toujours poussé à vouloir raconter la bonne histoire, à aller quand même plus loin, surtout quand on est dans des terrains comme ceux dans lesquels vous êtes confrontés. Quand est-ce que d'un coup on se dit stop, là ça vaut pas le coup quoi. Mais est-ce qu'il y a des règles, ou est-ce qu'on se dit quand même, j'imagine surtout quand on est pigiste notamment, on se dit bon peut-être que c'est aussi mon gagne-pain de raconter cette histoire-là quoi. Je veux dire juste sur le terrain, je ne l'ai jamais ressenti la limite, mais c'est ma rédaction qui m'a dit non, tu fais pas ça. Donc j'étais assez furieuse, j'ai essayé de contourner le truc, etc. Mais voilà, ça m'est arrivé de vouloir sortir sur les routes. Je me disais non. Et je dois dire que pourtant j'avais piqué une colère, mais juste après, c'était Hervé Guéquière et Taponnier qui se sont fait choper sur la même route. Donc le gars qui m'avait empêché, après j'étais humble et reconnaissante. Mais... en fait, on était quand même allés, mais il m'avait obligé de prendre un avion du PAM pour un prix où je me disais oui, on va me dire que ça coûte cher, alors que je pourrais faire ci et ça. Donc j'avais quand même été avec un avion du PAM, mais dans le Nord. Du PAM ? Ouais, le Programme Alimentaire Mondial. Un avion onusien. C'était à peu près le seul moyen en Afghanistan à ce moment-là pour faire certaines distances. Et il y avait certaines routes qui étaient vraiment fatales et je ne sais pas pourquoi ils ont pris cette route. Moi je dirais la limite c'est quand je le sens pas. Voilà. Des fois je le sens pas. Des fois je le sens pas. Là je fais beaucoup confiance à mon instinct. J'espère qu'il ne me trahira jamais. C'est comme ça que je fonctionne en fait. Il y a la raison aussi évidemment, mais parfois il faut aussi vous y aller parce que sinon vous faites rien. Si vous calculez tous les données risques le matin au petit déjeuner, vous ne sortez juste pas de l'hôtel en fait. Donc voilà, c'est la limite que c'est quand je le sens pas. Je me fais confiance à mon instinct en fait. Pour l'instant, il m'a pas trahi. J'espère que ça va continuer.
Moi, c'est difficile parce qu'en fait, c'est vrai que tu as raison, quand on est sur le terrain, on est à l'hôtel chez l'habitant, on est déjà dans le truc. Et c'est vrai que le matin, on se dit, bon, là-bas, c'est pas fou, quoi. Mais il faut y aller. Il faut toujours trouver cette, pas cette motivation, mais en tout cas, toujours peser le risque information. Et je pensais à un truc et je traînais du pied. J'ai vraiment traîné du pied pour y aller et finalement j'ai fait ça pour le dernier jour. J'enquêtais sur les échanges de prisonniers entre les Kurdes de Syrie et Daesh. Tout le truc qui était mis en place pour les échanges. Et j'avais un contact qui était dans une zone, c'était à l'ouest de Deir ez-Zor, à la connaissance, moi je connaissais personne qui avait été là-bas, en tout cas les journalistes occidentaux. Et je me dis, bon, péché d'être le premier, j'ai pas très envie, c'est pas très safe. Et donc tout le temps, je traînais vraiment des pieds pour y aller, et puis il me manquait cette information-là. Mon contact ne voulait pas parler par téléphone par peur de se faire choper, je sais pas comment, donc je devais y aller. C'est vrai que des fois, il y avait un risque énorme, mais j'estimais que l'information, elle était bonne, qu'elle était utile. Donc voilà, on y va, mais c'est vrai que ce jour-là, j'étais vraiment pas du tout motivé pour y aller. La première question, c'était le traitement média français. Okay. Alors, est-ce qu'on veut quelle carte? Non, en vrai, je trouve qu'en France, on est quand même assez chanceux, on a quand même un très bon réseau de journalistes. Et, à mes yeux, le seul truc qui manque, je pense, c'est beaucoup plus. Il manque un peu d'investigation à l'international. Mais sinon, je trouve que pour le news, pour la couverture dans le monde entier, parce que les RFI, France 24 le font très bien avec leur réseau sur l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, on est quand même très bien informés. On a une information de qualité, je pense. Après, autre chose, on n'a pas les moyens. Ça, c'est autre chose, mais par rapport aux Anglais ou aux Américains, c'est compliqué parce que eux, ils ont une force de frappe beaucoup plus conséquente que nous. Ils peuvent rester plus longtemps. Ils débarquent tout seuls quelque part. La BBC, ils sont 10. CNN n'en parle pas, ils sont 30. Et toi, t'es seul dans l'hôtel et puis. Ouais, et puis du coup, en fait, c'est con, mais des fois on se greffe un petit peu à eux, on va squatter un petit peu autour de leur table parce qu'ils font des burgers, parce qu'ils sont carrément cuisinés. C'est pas avec un burger qu'on fait l'information en France, ça c'est sûr. Mais c'est quand même bien, après avoir passé plusieurs jours à Barouz, qui était le dernier réduit de l'État islamique, où on vivait parqué dans un lieu sans douche, sans rien, sans électricité, avec très peu d'accès qu'on nous offrait en plus, parce que c'était très frustrant, parce qu'on ne nous donnait pas d'accès à la zone. Oui, c'est vrai qu'un petit burger, c'est pas bien, mais encore une fois, c'est pas ça l'information. Non, je pense que c'est un manque de moyens. On pourrait faire beaucoup plus de choses si on nous offrait les moyens. Et juste moi qui ai beaucoup fait de radio, on est nombreux en fait. Par exemple, sur Mossoul, il y avait toutes les radios françaises. J'ai dû voir une radio italienne et je suis pas sûre d'avoir eu une radio britannique. Et c'est tout en fait. La radio française vraiment est très présente à l'étranger. Alors que pour les autres pays, vous allez voir débarquer les télés, les photographes et tout, mais il y a peu de radios. Et c'est vrai que je me suis toujours dit c'est dingue en fait, même sur les offensives à Gaza, et tout le monde débarque et il y a beaucoup de télé, etc. Et la majorité ce sont des radios françaises. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un intérêt de nos médias et une présence importante, quoi. Maintenant, les grands journaux français des chaînes classiques, c'est fini, quoi. Enfin, il n'y a rien quand même. Enfin, moi, ça me désole. Quand je vois le menu, je les écoute pas, mais quand on passe par hasard et qu'on entend ça, et on se dit, mais et le monde, et le reste du monde, quoi. Enfin, moi, ça me désole complètement. Mais de toute façon, moi, j'ai fait mon choix, c'est pour ça que je suis sur RFI, mais voilà, c'est quand même un petit peu difficile, ça. Je comprends pas qu'on n'ait pas... Maintenant, je regarde une émission comme 28 minutes, etc., mais eux, ils sont pas... Ça, c'est au niveau de l'analyse. Je les trouve vraiment excellents, d'un très bon niveau. Mais au niveau du reportage, il y a des choses formidables. Il y a encore des émissions qui passent des bons reportages et des canards aussi. Les cases sont réduites. Ah oui, les formats Non, les cases reportages sur la télé. Ah ouais. Il y a un envoyé spécial à peine. Non, c'est une tendance. Par rapport à quand elle se réduit? À peu près à 5 ans. On a plus de... Ah oui.
C'est terrible parce qu'il n'y avait pas tant de chaînes que ça il n'y a pas si longtemps. Mais c'est depuis 5 ans, ils visent le front français. C'est-à-dire qu'en fait, depuis les attentats de 2015, il y a eu un vrai changement. C'est-à-dire que moi, en 2015, je suis pas... Alors, c'était ma matière aussi, donc mes confrères qui faisaient l'international ne sont pas partis en fait en 2015. Rien n'intéressait à part ce qui s'était passé là. Et après, on s'est intéressé à la Syrie, mais parce que, pourquoi il y a eu autant de journalistes à Barousse? C'est parce qu'il y avait des Français en fait. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas déployé autant d'énergie sur la Syrie en fait. Et aujourd'hui, nous, avec j'ai vu les Cassines en reportage, c'est vrai. Attends, je vais me servir d'un micro normalement, je sais que si tu enlèves la main, ça m'endort plus. Du coup, ça m'a coupé dans mon élan. Voilà. Avec Edith, on travaille beaucoup sur la Syrie en ce moment, mais côté du coup, ce qui se passe à Idlib, où alors tout le monde pense qu'il n'y a pas de djihadistes français, il y en a plein, mais bon, peu importe. Et en fait, on sent bien que ça n'intéresse pas les gens en fait. Ah oui, mais du coup, les Français, ah mais il y en a, mais bon, c'est compliqué, etc. Mais quand même, vous savez, en fait, le régime va raser cette zone en fait, mais raser en fait. Oui, vous nous tenez au courant. Voilà, en fait, et pourtant, ce qui s'y passe, regardez, c'est effroyable, vraiment. Ils bombardent les écoles, les hôpitaux, tous les jours, en fait. Et personne n'en parle et ça n'intéresse personne. Voilà. Donc, il y a toujours depuis 2015, vraiment, j'ai trouvé qu'il y a eu moins d'intérêt à l'international. Je pense que les élections américaines vont relancer ce qui se passe aujourd'hui en Irak. J'ai l'impression que ça relance un peu l'intérêt pour l'international, mais on a, je trouve, peu couvert le Venezuela, en tout cas pour les médias. Pourtant, c'était incroyable. Ouais, ben voilà, nous, on est enfin. Mais voilà. En même temps, on ne peut pas trop vouloir aussi au public, parce qu'après, depuis 2016, on entend que c'est la fin de l'État islamique. En 2020, à chaque fois qu'on libérait une ville, Mossoul, c'est la fin de l'État islamique, après c'était à Raqqa, mais c'était à Barousse, maintenant on parle de résurgence, on parle un peu public. C'est vrai qu'il y a un peu des fausses annonces, et c'est aussi la difficulté de excusez-moi, l'ancienne BFM, mais des chaînes d'infos en continu qui survendent une petite histoire, qui n'est pas la grande. Voilà, c'est le côté aussi, il faut faire gaffe aussi par rapport à ces chaînes d'infos qui peuvent survendre quelque chose. Et avant de vous remercier, juste en quelques mots, on aurait voulu que vous donniez des conseils aux futurs journalistes qu'on est. Persévérance. Et passion. Moi je dirais humanité et passion, ouais. Et blague. Merci. Non, mais ouais, moi j'aime bien le côté curiosité, ne jamais être blasé, quoi. Parce que ça, au début, vous n'allez pas y penser, mais la vie passe vite. Et moi, quand je vois des gens qui sont trop vite blasés, trop jeunes, je trouve ça triste, quoi. Vraiment, ça m'attriste. J'aime bien, il y en a qui gardent vraiment la curiosité et la fraîcheur jusqu'au bout, très, très longtemps, quoi. Et je trouve ça vraiment, c'est la qualité de base pour cultiver l'envie. Autrement, après, ce ne sera pas bon, parce que ce qui sera livré sera insipide. Donc, je pense que c'est très important, ça.